Texte original, la plus belle cave de Paris. Héritier discret d'une grande famille bourgeoise de la Troisième République, Edmond du Tanin était amoureux de la vie en général, amoureux du vin et amoureux de sa liberté en particulier. C'était un homme qui vivait simplement en ce début des années 40, bien que sa fortune aurait pu lui permettre de mener un train de vie plus luxueux, disait-on. Mais rien ne le réjouissait plus que de profiter des choses simples de la vie, lui dont personne ne connaissait la profession, qui était en pleine santé et qui avait encore de nombreuses années devant lui, disait-on. La quarantaine, toujours paré comme un prince, le regard fier et le poil brillant, notre ami avait du chien. Cependant, malgré ses évidents atouts, il n'avait jamais rencontré l'amour, qui avait dû se perdre au détour d'un chemin. Qu'importe, il aimait sa vie telle qu'elle s'offrait à lui. Notre homme appréciait les belles choses, la bonne chair, les beaux flacons, les belles silhouettes. Fin gourmet et amateur éclairé de vin de Bourgogne et de champagne, aussi bien que de la jante féminine. Mon péché mignon, aimait-il à répéter aux illustres convives, essentiellement masculines, qui formaient son cercle d'amis. Oui, monsieur recevait. Beaucoup, souvent, dans l'hôtel particulier que ses parents avaient eu la bonté de lui léguer avant de quitter ce monde. Des hommes politiques en vue, des artistes de théâtre, de cinéma, des intellectuels de gauche pour la plupart, et des hommes d'affaires bedonnants constituaient l'essentiel de ces relations qu'il choyait avec beaucoup d'effort, de délicatesse et d'intérêt. Edmond ne lésinait pas sur les quantités et apportait un soin particulier à la qualité des produits qu'il commandait. Une dizaine de caisses de grands crus bourguignons, 5 caisses de divers champagnes, autant de bordelais, arrivaient chaque semaine par transporteur directement des régions de production. Les meilleurs millésimes de Pétrus rejoignaient les meilleurs millésimes de Romanée-Conti dans la grande cave de sa demeure. Des Cortons Charlemagne exceptionnels étaient accueillis à bras ouverts par des châteaux d'Yquem qui l'étaient tout autant. Des vins de toutes les régions de France et des vins étrangers extraordinaires qu'il importait venaient constituer son merveilleux trésor. Quand il remontait de la cave, qu'Edmond avait aménagé à grands frais, avec un soin particulier et beaucoup de goût afin d'y passer des soirées festives, ses hôtes ne tarissaient pas d'éloges et promettaient de revenir sous peu. C'est ainsi, par le bouche à oreille, dans un milieu assez fermé cependant, qu'Edmond du Tanin acquit le titre de propriétaire de la plus belle cave de Paris. Le tout Paris, et en particulier ceux à qui l'accès en était refusé, jasaient, médisaient et faisaient cependant des pieds et des mains afin de découvrir cet endroit unique où l'on se divertissait sans retenue et où l'on savourait les meilleurs nectars du monde, disait-on. Cette renommée franchit les frontières, et il arrivait souvent que des gens pas d'ici, chaudement recommandés par des initiés, voire parrainés par le premier cercle, soient reçus et qu'au petit jour, ils jurent sur l'honneur qu'ils reviendraient sous peu, eux aussi. Ces mondanités durèrent encore quelques années, jusqu'à ce que les soirées s'espacent, de plus en plus, et ne cessent enfin. Edmond avait pris 20 ans en 10 ans. Il était fatigué, peut-être malade, et bien seul dans ce si grand hôtel particulier. Le personnel avait été renvoyé, les caisses de vin n'arrivaient plus, et seul Ange, son fidèle valet de chambre, hantait encore la place de sa démarche lente, de ses gestes posés, afin d'apporter au maître des lieux ses maigres repas quand ce dernier le sonnait. Le manque d'argent se faisait sentir, le manque de joie de vivre aussi. La solitude, comme seule compagne, les idées noires en collier autour d'un cou trop maigre, mais toujours un verre de Bourgogne ou de champagne à la main pour discuter du temps passé avec les ombres, calé dans le gros fauteuil d'un petit salon devenu trop grand. Comme toujours, les amis n'étaient plus. Absents volontaires, décédés sans prévenir, ou seulement imparfaits. On l'oubliait, et il n'avait ni le cœur ni la force pour se rappeler à leurs bons souvenirs. Il était devenu paria, et pire, devenu insignifiant aux yeux de ceux qui lui avaient témoigné tant de gratitude, aux yeux de ceux qui avaient sollicité tant de services, avec toujours la promesse de revenir sous peu.
Edmond Dutanin mourut dans le gros fauteuil du petit salon avec un verre de Volnay de 1928, un livre de Voltaire posé sur ses genoux. Son valet le retrouva ainsi dans une posture grotesque, la tête sur le côté, un léger sourire en coin, le corps criblé de dettes, le cœur criblé de vide. Les obsèques eurent lieu dans la plus stricte intimité en présence du vieux valet et d'un chat de gouttière qui passait par là. Quelques jours plus tard, des huissiers sévères vinrent notifier une visite officielle afin de prendre possession de ce qui restait de la plus belle cave de Paris, dans le but d'honorer les créanciers qui réclamaient justice et surtout le règlement de leur crédit. Ange alla ouvrir et échangea un instant avec les deux officiers en charge du recouvrement. Dites-moi, mon brave, fit l'un d'eux, nous passions dans le quartier et nous souhaitions également vous informer de notre venue prochaine. Voici le document de notre mission d'ordre légal. De plus, j'avais une question pour vous. Edmond Dutanin avait la plus belle cave de Paris, dit-on. Alors, il doit bien s'y trouver quelques centaines de caisses de grands crus dont la revente pourrait rembourser tout ou partie des sommes dues, non? Ange prit un air gêné, réfléchit un instant, puis dit. Eh bien, monsieur recevait beaucoup, fut une période, c'est vrai. Il avait investi beaucoup d'argent pour aménager la cave. Et lorsque les affaires ont commencé à péricliter, monsieur a cessé de commander du vin et a vécu sur le stock pendant 1 ou 2 ans sans le renouveler. Monsieur buvait. Beaucoup. Souvent. Il a fini le stock le jour de sa mort. Quel type d'aménagement a-t-il réalisé dans cette cave s'enquit l'un des huissiers à la mine triste. Oh, connaissez-vous la peinture de Thomas Couture, les Romains de la décadence? Eh bien, le décor y a été reproduit à l'identique. Quelle utilité pour la conservation du vin, mon brave? Eh bien, la plus belle cave de Paris était un lupanar, une maison close, un bordel. Vous l'ignoriez, mon brave, interrogea le vieux valet. Lors de leur visite quelques jours plus tard, les huissiers retrouvèrent dans la cave Ange raide mort, gisant tel Henri de Guise, plus grand mort que vivant, au beau milieu d'innombrables cadavres de bouteilles de champagne. La tête sur le côté, un sourire en coin, un verre de juglar à moitié vide ou à moitié plein, c'est selon, à la main. On conclut à un suicide. Les créanciers pleurèrent en apprenant que rien ne restait des fastes passés et que même l'hôtel particulier avait été vendu en viager il y a bien longtemps déjà.